Bonjour, bienvenue sur Diagonale TV, grand champion d'échecs aujourd'hui avec Jérôme Maufra. Salut Jérôme. Salut Stéphane. Alors aujourd'hui on va voir un des grands champions d'après-guerre, un russe, David Bronstein. Oui, David Bronstein qui est russe, enfin, en tout cas qui est né dans l'Empire, en Union soviétique puisqu'il est né en 1924. On peut parler d'Empire soviétique. On peut parler d'Empire soviétique. Il est né près de Kiev en fait, en Ukraine, et donc il n'est pas russe, un pur russe. Qui plus est, il est même juif. Il est né dans une famille juive, comme beaucoup de joueurs d'échecs d'ailleurs de l'école soviétique. Et il a fait partie de cette petite élite ukrainienne. Son père était pas dirigeant d'entreprise, mais dirigeait une petite minoterie. Et donc il faisait partie des petits bourgeois de l'Ukraine d'alors. D'accord. Et alors, donc, comment il a fait sa carrière? Comment ça s'est passé alors? En fait, ses parents s'occupaient de lui, bien sûr, mais il y a aussi son grand-père qui s'est occupé de lui et qui lui a transmis un précieux héritage puisqu'il lui a appris à jouer aux échecs à 6 ans. Donc assez jeune, hein. C'est un âge fréquent pour les champions. 5-6 ans, on voit souvent les champions débuter à cet âge-là. Ouais. Donc le jeune David Bronstein joue un petit peu comme ça. Et puis, comme il montre quelques dispositions, on lui fait donner des cours par un maître de Leningrad qui s'appelle Konstantino Polski. D'accord. Voilà. Donc là, du coup, il progresse vite. Et il progresse très vite. Et on pense qu'il va avoir une carrière fulgurante. Mais il est né en 1924 et il a une quinzaine d'années en 1939. Énorme problème bien sûr, puisque tu le sais, l'Ukraine est le grenier à blé de l'Europe. Et quand les nazis envahissent l'URSS, ils se dirigent bien sûr vers le sud, vers l'Ukraine et aussi vers le pétrole de Bessarabie. Et de fait, la famille Bronstein est obligée de s'enfuir. Ah oui. Alors, bien sûr, le nom à consonance juive de Bronstein rend les choses encore plus compliquées. Donc la famille est obligée de s'enfuir en 1941. Le père de David Bronstein est même déporté au goulag parce que justement il est juif et même en Union soviétique il y a quand même un peu d'antisémitisme. Il est aussi déporté parce que, en définitive, c'est un patron, il était dirigeant d'une minoterie, donc de toute façon, il était un peu considéré comme un ennemi politique du régime, d'une certaine façon. D'accord. Donc le jeune Bronstein voit sa carrière interrompue pendant toutes ces années. Et à la fin de la guerre, il est assez révolté par ce qui est arrivé à sa famille, notamment à son père qui a été déporté. Et il a conservé un caractère assez rebelle, notamment vis-à-vis du régime soviétique à cette période-là. Donc il a fait ensuite des études, il est allé à l'école polytechnique de Leningrad et a continué en parallèle sa carrière de joueur d'échecs. Donc c'est en parallèle, donc il a quand même gardé une activité à côté de son... Oui, comme beaucoup de joueurs. Botvinnik était ingénieur, beaucoup de joueurs d'échecs soviétiques ont fait des études en ingénierie ou dans les sciences de manière générale. Oui, d'accord. Et donc c'est après-guerre en fait qu'il va obtenir ses meilleurs résultats. Oui, il obtient ses meilleurs résultats dans l'immédiate après-guerre, puisque, et c'est la partie qu'on va voir je crois, il arrive à se qualifier à l'interzonal puis au zonal. Et finalement, après un match de départage contre Boleslavski, un de ses meilleurs amis, il arrive à se qualifier pour la finale du championnat du monde qu'il va jouer contre Botvinnik. Botvinnik lui-même. Alors Botvinnik, il faut noter à ce moment-là, qui est devenu champion du monde en ayant gagné lui un tournoi en fait. Oui, puisque Alekhine était champion du monde au moment où la Seconde Guerre mondiale a éclaté. La mort d'Alekhine en 1946 n'a pas permis d'organiser le match Alekhine-Botvinnik que souhaitaient les autorités soviétiques, puisque Alekhine étant un Russe blanc exilé en France, qui plus est plus ou moins mêlé à la collaboration, les soviétiques rêvaient de ce match entre Botvinnik et Alekhine pour punir Alekhine de ses multiples trahisons envers le régime soviétique. Ils n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas pu l'organiser. De fait, la Fédération internationale a organisé un tournoi avec les meilleurs joueurs de l'époque en 1948 qui a été remporté par Botvinnik. Et c'est depuis 1948 qu'il est champion du monde et il doit défendre son titre en 1951 puisque le cycle de championnat du monde dure 3 ans. C'est-à-dire post ce tournoi qui est dû à la mort d'Alekhine, c'est le seul intermède des championnats du monde classiques où il y a une coupure et on décide d'un tournoi pour élire en quelque sorte, enfin pour avoir un nouveau champion du monde. Et le premier match ensuite, premier renouveau du match, mais cette fois
par qualification, je dirais, organisée, alors qu'avant c'était plutôt par bourse. Hein. Jusqu'à Alekhine, c'était quand même celui qui payait le plus qui pouvait jouer. Un petit peu comme à la boxe, oui, il y avait quelque chose comme ça. Voilà. Et là, c'est devenu un peu plus, je dirais, formel, un peu plus légitime. Et finalement, Bronstein est le premier véritable candidat qualifié, quoi, en fait. Voilà. De l'histoire du jeu. De l'histoire du jeu dans ce qu'on va appeler la période classique des championnats du monde. C'est le premier match de championnat du monde en 24 parties tels qu'on les a connus jusque dans les années 80. Oui, c'est vrai, en 24 parties à l'époque déjà. Donc des matchs longs, hein, c'était sur plusieurs mois. Ça se jouait au moins 2, 3, 4 mois des fois même. Surtout que là encore, c'était en 24 parties déjà. C'était pas les parties illimitées comme il y a eu un peu plus tard. Hein. Non, là c'était 24 parties. Le champion en titre gardant son titre en cas de match nul, 12 partout. Ouais. Ça a son importance. D'accord. Ça a son importance. Et alors après la fin de sa carrière, il continue à être un très fort joueur, mais il ne revient plus au niveau du championnat du monde. Non, il n'aura plus l'occasion à nouveau d'approcher la couronne mondiale. Il va se faire connaître et rester dans l'histoire, bien sûr, par ses parties, par ses nombreuses victoires en tournoi, mais aussi par des livres, comme L'Apprenti Sorcier. Oui. C'est le surnom que la postérité lui a laissé. Ouais, comme il y avait Talc, c'était le magicien, voilà. En tant que sorcier, magicien. Il y a effectivement des noms. Il y a l'ogre de Bakou pour Kasparov, il y a le tigre de Madias pour Anand. Bon, là, lui, c'était l'apprenti sorcier. L'apprenti sorcier et l'art du combat aussi. Alors, l'art du combat aux échecs, qui est aussi un grand best-seller aux échecs, donc qui est un peu ardu comme livre quand même, hein, parce que c'est des parties un peu austères de l'époque, mais qui retrace tout un tournoi. Alors, c'est le tournoi de Zurich, il me semble que c'est 1953. Et donc, toutes les parties du tournoi sont reprises dedans, elles ne sont pas toutes commentées, elles sont parfois sèches, hein, il faut les regarder telles quelles. Mais il y avait les plus grands joueurs de l'époque déjà. Ils étaient tous là, donc c'était quand même c'était le summum de ce qu'on pouvait espérer à l'époque en tant que tournoi. Alors c'est de double ronde en plus. Hein. Donc c'est lourd, c'est quand même un gros livre, bien lourd. C'est un gros livre. Avec quelques parties commentées, mais faut vraiment avoir envie de travailler les échecs pour ce livre-là, mais c'est vrai que c'est riche. Il c'est resté un best-seller en URSS. C'est un livre qui s'est beaucoup vendu, qui a été beaucoup utilisé. Toujours réédité. Qui est resté un classique du genre. C'est vrai. Même si c'est vrai que c'est des parties d'une époque, c'est pas des parties romantiques, on est dans des échecs un peu plus scientifiques, un petit peu plus calculés que dans la période des années 20 ou 30. Voilà, donc, avec des parties intéressantes quand même. Oui, tout à fait. Oui, donc il faut le lire. Enfin, je veux dire, il faut au moins l'avoir aperçu, il faut regarder, puis il faut voir comment les échecs étaient joués avant que finalement le dynamisme l'emporte, parce que c'est à partir de Fischer finalement, et ensuite ça a été mis vraiment au summum par Kasparov, où la notion de dynamisme aux échecs a pris le pas sur la notion un peu plus, je dirais, positionnelle et matérialiste aussi. Hein. Où donc c'était plutôt ça s'est joué après sur le fil du rasoir, alors que là à cette époque c'était quand même un jeu un peu tranché, quoi, hein, c'est un jeu un peu lourd. D'ailleurs on le verra un peu dans la partie, c'est une espèce d'écrasement positionnel bien dans le style de l'époque. Et il a fallu que Tal arrive finalement pour remettre au goût du jour la tactique et la suprématie du calcul pur sur la position. Alors, donc l'apprenti sorcier, donc on a vu ces deux livres, donc un joueur important, un joueur qui a quand même joué une finale de championnat du monde, ce qui n'est pas rien. Qui a été assez dantesque cette finale de championnat du monde, avec des parties très très acharnées, souvent longues. Et le déroulement du match a fait que Bronstein a réussi à prendre l'avantage à la toute fin du match, la 22e partie, et à ce moment-là, il a un point d'avance sur le champion du monde, donc 2 parties nulles lui suffisent pour être champion du monde. Et malheureusement pour lui, il perd et Botvinnik le rejoint et finit par garder son titre. Oui. 5 partout. Hein. Oui. 5 victoires chacun, 5 victoires chacun, à la fin des 24 parties. Les nuls étant comptés comme des demi-points. Ouais. Et en définitive, il a plané des doutes sur le fait que Bronstein ait perdu, alors qu'il avait fait preuve d'une grande solidité, qu'il ait perdu la partie décisive qui a permis à Botvinnik de le rejoindre sur le fil. Il a confié dans l'apprenti sorcier qu'effectivement, il y avait eu des pressions, mais que c'était en définitive à lui de ne pas les ressentir, de façon un petit peu laconique. Des pressions politiques, quoi. Des pressions politiques. On raconte que dans les années 60, alors que Fischer venait de perdre une partie contre Spassky et qu'il était en pleurs, Bronstein est allé le consoler en lui disant « mais tu as perdu, mais toi on ne t'a pas obligé à perdre ». Voilà, donc fermez le banc, le mystère reste entier. Oui. Est-ce que c'est une façon de distiller un petit peu de légende ou de laisser à croire qu'il aurait pu être champion du monde si on ne l'en avait pas empêché? C'est possible. Toujours est-il qu'il a véritablement été
tout près d'être champion du monde. Jusqu'à Korchnoi, on considérait que c'était le plus fort joueur du monde à ne pas avoir été champion du monde. Donc c'est un joueur important des années 50-60 pour cela. Et on va voir effectivement dans cette partie comment il arrive à battre le champion du monde en titre. Oui, alors avant d'arriver à la partie, on va regarder quelques photos de David Bronstein. Donc voilà, enfin pas beaucoup, on va en voir deux. Alors bon, ça c'est David Bronstein, donc avec des lunettes, il a toujours eu des lunettes, même avec des gros verres, hein. Je crois qu'il avait des problèmes de vue, hein. Clairement. Il avait des problèmes de vue, ce qui lui a permis d'éviter en partie les combats de la guerre, puisqu'il avait l'âge d'être mobilisé. Mais en fait, à cause de sa mauvaise vue, il a été jugé inapte et il a été affecté à la reconstruction des immeubles détruits par les Allemands. D'accord. Et alors la deuxième photo, c'est Bronstein aussi, mais évidemment, ce n'est pas une photo de lui vivant, c'est simplement voilà, sa tombe avec son épitaphe. On voit bien d'ailleurs une symbolique échiquéenne, c'est un cavalier surmonté d'une couronne de dame en fait. Donc on voit bien. Voilà, qu'il est mort récemment. Bronstein, ben oui, on voit bien 2005, donc il est mort il n'y a pas longtemps, puisqu'on enregistre l'émission en 2012. 1924, on voit sa date, donc 2005, 81 ans. 81 ans. Pour revenir en un mot aussi sur la difficulté qu'il a eue avec le régime soviétique dès sa plus tendre enfance, dès sa jeunesse, il faut rappeler que le véritable nom de Trotsky, c'est Bronstein, et que Trotsky était le grand ennemi de Staline. Ah oui, le véritable nom de Trotsky, c'est Bronstein. Lev Davidovich Bronstein. Ah oui. Et ils étaient parents ou... Du tout. Il y a beaucoup de Bronstein en URSS. Oui, d'accord. Mais le fait est qu'il portait le nom de l'ennemi juré du régime stalinien. Ouais, donc ça n'a pas forcément aidé ni dans sa carrière, ni dans sa vie quotidienne. Voilà, donc on va revenir sur le plateau et on va ensuite passer sur notre partie du jour. Donc, de David Bronstein, pour lui rendre hommage évidemment, et c'est une de ses victoires au championnat du monde face à Botvinnik. D'ailleurs c'est la partie, sa dernière victoire, donc qui lui donnait presque le titre et qui était vraiment très très proche de la fin, qui a fait de Bronstein la légende qu'il est aujourd'hui du jeu d'échecs. Donc ici Botvinnik a les blancs, donc on va regarder la partie du côté noir, c'est mieux, hein, on se met du côté de notre champion du jour. Face à David Bronstein, championnat du monde 1951. Et c'est parti avec D4, donc coup du pion de la dame, début fermé. Donc cavalier F6, C4, donc là jusqu'ici des coups normaux, hein, donc les blancs occupent le centre, les noirs, alors là maintenant les noirs ont plein de choix, on peut jouer G6, on peut jouer E6, on peut jouer pourquoi pas C6 aussi, ça doit aussi, bien sûr. Beaucoup de choses sont possibles. D4 était quand même le coup de Botvinnik et dans les années 50 de manière générale, les blancs jouent un peu plus D4 que E4. Hein, oui, c'est vrai, tout à fait. Ils n'étaient pas trop dans les débuts ouverts. C'est un peu ces années 50 sont un peu le contre-pied du 19e siècle où c'était que des E4, en fait, que des coups du pion du roi. On était justement beaucoup plus, c'était des positions où le positionnel l'emportait sur le tactique. Il fallait jouer positionnel. Oui, il faut vraiment attendre Fischer pour revoir E4. Alors, Fischer disait les gens qui ne jouent pas E4 sont des poules mouillées. Sont des poules mouillées. Sont des poules mouillées, oui. Donc E6, c'est pour ça que je ne joue pas E4. Moi. Donc alors E6, classique. Hein. Alors l'idée de E6, c'est soit de jouer D5, on rentre dans une gambidame, pourquoi pas, ou plus fréquemment d'essayer de jouer fou B4 avec ce qu'on appelle une West indienne, ici, là, avec un clouage de l'éventuel cavalier C3 ici. Donc cavalier C3 et fou B4, voilà. Donc c'est l'idée. Alors pourquoi on joue fou B4 ? Parce que le cavalier C3 contrôle E4, un des plans des blancs simples, c'est d'envahir le centre. En jouant fou B4, eh bien, on empêche cette poussée puisqu'il suffit de prendre, le cavalier ne peut pas, puisqu'il y aurait échec au roi, ce qu'on appelle un clouage. Voilà, ce fou immobilise le cavalier C3 et donc ne permet pas aux blancs de contrôler la case E4. Donc c'est logique, hein, tout est logique. Donc ici, il y a plein de possibilités pour les blancs, mais c'est E3 choisi par Botvinnik, très solide. Alors le problème de E3, alors l'avantage c'est que E3, on se prépare à la sortie du fou, et par contre on bloque pour l'instant l'avenir du fou C1. Bon, peut-être que plus tard, les blancs pourront jouer E4 et libérer ce fou, ou peut-être que ce fou plus tard pourra se sortir du côté de l'aile dame. Il faudra jouer B3, fou B2 ou fou A3, mais il faudra d'abord
résoudre le problème du clouage ici. Donc tout ceci est normal, mais c'est pas, voilà, c'est pas violemment agressif. Non, voilà, on va pas dire attentiste, mais on n'en est pas loin. Hein. C'est pas attentiste, c'est positionnel. C'est attention, il y a quand même, c'est beaucoup de venin dans ce type de position. Ça se joue toujours, hein, d'ailleurs. Voilà, donc il faut être très, très attentif. Alors B6, toujours l'idée de fou B4, c'est classique. Hein, on a mis, rappelons, hein, on bloque le cavalier ici pour l'empêcher de contrôler la case ici, puisqu'on est en échec. Et avec B6, on veut mettre le fou en B7 pour rajouter un contrôle de la case E4. Hein, donc par exemple, un plan blanc pour contrer ce contrôle noir des cases centrales et des cases blanches notamment, ça peut être plus tard de jouer F3 de façon à contrôler avec un pion cette case et plus tard de jouer E4. Alors on n'en est pas là, mais c'est cavalier ici E2. Alors l'intérêt de cavalier E2, c'est que si on oblige par exemple à A3 le fou de s'échanger, on peut reprendre du cavalier et on a un contrôleur de la case E4. Alors fou A6, alors voilà, c'est une autre idée de jouer B6. Maintenant qu'on a mis le cavalier là, c'était pas obligé, il y avait d'autres choix, hein, eh bien on ne protège plus le pion C4, donc on l'attaque, pourquoi pas. Ça oblige les blancs à réagir. Donc la réaction ne se fait pas attendre. A3, l'idée est la suivante, c'est qu'on pose la question au fou. Si le fou s'échange, on le remplace avantageusement par un autre cavalier. Et en même temps, avec le fou... On défend le pion C4 avec le fou F1. Voilà, donc A3, indirectement, on défend le pion C4. On attaque une pièce, il faut répondre. Donc ici, Bronstein choisit de ne pas finalement prendre, mais de jouer fou E7. Alors on peut se dire, mais alors s'il vient en B4 et qu'il revient en E7, il a perdu du temps. Ben oui et non, c'est-à-dire que de notre côté, on a obligé les blancs quelque part à jouer cavalier E2, c'est pas pareil que cavalier F3. Et la question sur le pion C4 se pose ici toujours, donc le temps perdu par les noirs est compensé par des temps aussi perdus et un développement rampant aussi par les blancs. Donc on ne peut pas dire que c'est équivalent d'avoir joué fou E7 tout de suite. Donc cavalier G3. Donc là par contre on voit avec cavalier G3 que l'idée de base est toujours là, c'est-à-dire que bon, on protège C4, c'est un fait. Maintenant, le cavalier protège E4 et le cavalier G aussi protège E4. Donc la poussée E4 est tout à fait jouable maintenant par les blancs. Et ça explique le coup suivant des noirs, D5. D5, puisque maintenant... dont l'idée est la suivante, si le pion C4 prend en D5, on reprend du pion. Alors on s'échange d'abord aussi. On peut échanger d'abord. On peut échanger les fous et ensuite on reprendra du pion en D5 et on contrôle le 4. Voilà. Voilà, toujours la même idée. C'est prend. Fou prend. Bon, ça c'est normal, on vient de le dire. Hein. Fou prend. Alors là, il faut reprendre. Alors, plutôt avec le cavalier pour éviter de se priver de la possibilité de roquer, puisque si le roi prend, bien sûr, il déroquait, et si la tour prend, eh bien, on ne pourra plus faire le petit roc, et le grand roc est peu envisageable dans cette position. Exactement, voilà la raison pour laquelle on prend du cavalier, afin de se ménager la possibilité de faire le petit roc. Il ne faut pas avoir bougé ni la tour ni le roi pour pouvoir prétendre à faire le petit roc. Ça pose un tout petit problème, ce cavalier, il a déjà joué 3 fois dans l'ouverture, il va devoir jouer une 4e fois pour permettre le roc des blancs. Oui. En définitive, c'est un développement qui est un petit peu ralenti. C'est un développement ralenti, c'est vrai que ce n'est pas un développement hyper agressif de ce point de vue, on est d'accord. Donc ici maintenant, E prend D5. Alors E prend D5, très bien. Les noirs maintenant contrôlent E4. Alors à noter quand même que la disparition du fou de case blanche ici affaiblit fortement les cases blanches. On voit que les pions sont sur case noire. Bon, maintenant, les blancs n'ont plus le fou de case blanche. Il n'y a plus que la dame pour pouvoir vraiment attaquer ces cases. Bon, c'est quand même un sujet. À noter aussi que les blancs ont quand même un plan possible aussi, c'est de mettre des pièces sur la colonne C pour faire pression. Ici, ça s'appelle une colonne semi-ouverte, hein, parce qu'il n'y a pas le pion blanc, donc elle est ouverte de ce côté-là, mais il y a un pion noir, donc elle est semi-ouverte. Et ça peut être un thème de jeu que de faire pression sur cette colonne C pour les blancs. C'est un thème classique des parties du pion dame pour les blancs, puisque le pion C7 est relativement affaibli. Voilà. Alors souvent les noirs d'ailleurs vont jouer en C5, protégé par le fou, protégé par le pion B6, un cavalier en D7 qui rajoute de la protection. Et c'est un pion qui est actif ici, puisqu'à tout moment, il peut s'échanger au centre. Et bon, on ne va pas le laisser en C7, où effectivement, en C7, il serait par contre sous pression. On va essayer de pousser. Donc on va faire attention à des coups comme B4, hein, parce que B4 va essayer de rajouter de la pression sur C5, et un échange après de pions laissera le pion D5 tout seul. Donc tout ça doit se calculer, parce que ce n'est pas en finale qu'il faut y réfléchir. Non, c'est tout de suite. C'est trop tard. Hein. En finale, le pion isolé, il va se faire prendre, et on va souffrir tout le long de la partie. Donc cavalier G3,
Dame D7. Voilà. Alors, à noter encore une fois, on le voit souvent en diagonale TV, le fou qui nous reste est sur case noire, et la dame, on la met sur case blanche. Comme ça, on a deux pièces qui contrôlent des cases diagonales de couleurs différentes. Hein. Donc, on contrôle les cases à la fois noires et les cases blanches. Donc ça, c'est un thème. Quand on ne sait pas quoi faire, quand on ne sait pas où mettre sa dame, regardez s'il vous reste un fou de la couleur du fou. Ça aide souvent à savoir trouver une case intéressante. Alors, on se prive de la possibilité de cette case pour le cavalier. Mais peut-être que ce cavalier, on veut le sortir par A6, venir en C7 plus tard, une fois qu'on a joué C5. Bon, par exemple. On peut aussi envisager cavalier C6, bon, je ne sais pas, mais c'est pas très gênant. Bon, à noter qu'en D7 aussi, on veut éviter cavalier F5. Bien sûr, on veut éviter cavalier F5 et peut-être un éventuel cavalier B5 plus tard. Et éventuellement, pourquoi pas un cavalier B5. Ou un échec par dame A4 qui obligerait aussi à se déterminer. Oui, un dame A4 échec, pourquoi pas aussi, exactement, tout à fait. Bon, on va roquer aussi, hein, de toute façon. Mais en D7, je crois qu'on veut éviter cavalier F5, parce que si on roque tout de suite, cavalier F5 et le fou est prenable. Bon, si on perd le fou, ça peut être embêtant quand même. Il y a quand même un fou de l'autre côté, on a une position avec une colonne semi-ouverte contre nous. Bon, c'est pas forcément agréable. Donc dame F3, bon, c'est des considérations générales, mais surtout ça. Hein. Donc dame F3, alors là aussi, hein, notez que la dame est de la couleur opposée du fou, hein, d'accord. Donc dame F3, pourquoi pas, développement de la dame. Elle vient protéger la case F5 pour éventuellement jouer ce coup de cavalier. Ah, mais clairement, oui, bien sûr, on peut envisager de jouer cavalier F5 maintenant, puisque la dame F3 protège. On a une petite pression, pourquoi pas aussi sur D5. Bon, pour l'instant, c'est bien défendu, mais c'est là. Et puis comme il n'y a pas de cavalier en F3, ben, finalement la dame elle trouve une belle case ici, elle est bien, elle agit sur le centre, elle agit dans le camp ennemi, on ne peut pas vraiment la déloger de là, c'est pas facile à attaquer, une dame ici, ou comment on ferait, il n'y a pas de case d'attaque, on n'a plus de fou de case blanche, on n'a pas de cavalier qui pourrait venir l'embêter, donc elle est bien placée cette dame aussi. Hein. Cavalier C6 de la part des noirs, voilà, donc finalement ils ont choisi la case C6. Un plan pour les noirs peut être aussi maintenant de jouer cavalier A5 et pour envahir, regardez, les cases blanches faibles du côté noir, du côté blanc, pardon. Du côté blanc, ici on voit bien que les pions sont sur noir, le fou est de cases noires, il y a des cases faibles sur lesquelles on pourra se positionner. Donc on n'a pas peur de jouer cavalier C6 tout de suite pour menacer ça. Si les blancs jouent le coup B4, c'est envisageable pour empêcher cavalier A5 et contrôler la case C5 dont on a vu que ça pouvait être bien d'avoir des pions qui contrôlent C5 puisqu'on empêche C5. C'est possible hein, d'envisager ça. C'est pas la partie. B4 aurait été tout à fait envisageable. Alors là, peut-être que les noirs peuvent envisager des coups comme A6 pour contrôler les cases blanches et ensuite cavalier A7 et peut-être de venir sur B5. Ce genre de plan, on peut céder après par tour C8, C5 pour essayer de casser ça. Ou plus tard, pourquoi pas, de jouer aussi A5. Hein. A5. Ouais, il y a plein d'idées pour les noirs de ce côté-là, si les blancs sont trop actifs, pour pouvoir créer du jeu du côté dame et ne pas rester passif. On a parlé tout à l'heure d'aller-retour du fou noir, qui est d'abord allé en B4 puis qui est revenu en E7. Oui. Ça n'a pas été en pure perte non plus, puisque la poussée du pion A3 par les blancs a affaibli quand même la case B3. Clairement, oui, tout à fait. Ça donne une petite possibilité au cavalier. Voilà, les coups de pion sont responsables, effectivement. On a chassé le fou tout à l'heure, mais on a affaibli les cases blanches. Bon, ça peut être un thème. Ici, on a vu, on a mis la dame sur case blanche. Il y a un cavalier qui peut y aller, bon, pourquoi pas. Petit roc, logique. Et là, G6. Alors voilà, bon, évidemment, on voit très vite, maintenant, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, pourquoi G6 ? Eh bien, on contrôle F5. On veut éviter quand même un beau cavalier en F5. C'est toujours embêtant, un cavalier en F5. Je crois que c'est Kasparov qui disait qu'un cavalier en F5, ça vaut un pion. Hein, ou un cavalier en F4 pour les noirs, mais ici, c'est les blancs. Un cavalier F5, ça vaut un pion. Donc, G6. Hein, alors attention, ça affaiblit un peu les cases noires, mais bon, on a le fou. Hein, on a le fou de case noire, donc c'est moins gênant. Si on n'avait pas ce fou, ça pourrait être très embêtant. Et puis le fou de blanc de case noire, et pour l'instant, ne peut pas vraiment agir. Hein. Il faudrait pousser E4. Si on pousse E4, attention, il y a le pion D4 qui est faible, il est attaqué notamment par le cavalier. Donc fou D2, il ne faut pas se presser. Connexion, le fou n'est pas super bien placé en D2 pour l'instant. Et par contre, on a connecté les tours, donc pourquoi pas envisager des coups comme maintenant tour FC1. Les tours sont connectés, tour C2, on double les tours sur la colonne C et on envisage une pression sur la fameuse colonne semi-ouverte. Alors la colonne semi-ouverte, là, est ce qui est un petit peu ennuyeux pour les noirs, c'est qu'ils ont
le pion en C7, le cavalier en C6. C'est toujours embêtant d'avoir le cavalier devant le pion, Ouais. puisque il n'y a plus le pion B7 pour défendre le cavalier, il n'y a que la dame. Et on voit qu'effectivement, un doublement des tours poserait tout de suite question au noir. Ah oui, on pourrait imaginer après d'ailleurs des dames F4 ici qui rajouteraient de la pression, des choses comme ça, quoique bon, il y a le fou, Le fou est quand même là en défense. On peut imaginer un fou D8, un fou D6. Si on ne veut pas bouger ce pion, on peut quand même le protéger. C'est pas facile de l'attaquer clairement. Mais c'est quand même une pression dont il va falloir tenir compte si ça se déroule comme ça. Petit roc. Maintenant, c'est l'heure aussi, à noter, maintenant que ça y est, les tours sont connectés. Alors vous voyez, comme ces joueurs, on est à cette époque-là, donc ont bien fini leur développement, développé leurs pièces, fait le roc, en fait tous les fondamentaux ont bien été résolus, mais avec des subtilités dans les coups. On a vu, voilà. Alors là, un coup intéressant de Botvinnik, cavalier CE2, il enlève, alors si on comprend ce qu'on vient d'expliquer, on comprend un peu bien l'idée, c'est qu'on joue cavalier CE2, alors on peut faire plein de choses. D'abord, on peut envisager de venir F4, pourquoi pas, plus tard. Mais 2, on a commencé à libérer cette colonne, donc l'action des tours sera plus claire. Et puis 3, pourquoi pas, on donne un peu d'air à ce fou qui se retrouve avec des possibilités de jouer. Notamment en C3, où il pourrait soutenir la poussée E4, puisque maintenant on aurait 2 défenseurs du pion D4, à savoir le cavalier et le fou. Voilà, pourquoi pas. On pourrait aussi effectivement surcontrôler D4 pour pouvoir jouer E4, mais on se retrouvera après à la fin avec un pion peut-être un peu isolé ici en D4. Un petit peu isolé, mais avec quand même des pressions fortes, notamment parce que la diagonale de la dame peut s'ouvrir sur C6. S'il y a eu une préparation avec tour FC1 par exemple, tout à fait. Il y aurait un beau travail. Il faut en tenir compte, exactement. De pression. En tout cas, si les noirs font rien, ils vont laisser tous les blancs augmenter les pressions sur tous les côtés. On peut très bien doubler les tours, puis pourquoi pas envisager des fous C3, des E4 et ouvrir totalement le jeu avec une pression qui peut s'avérer favorable aux blancs. Donc il ne faut pas, avec les noirs, rester les bras ballants. Donc Bronstein prend son destin en main, il joue H5. Donc H5, coup actif. Alors c'est intéressant. Puisqu'on voit quand même qu'ici on a un cavalier J3 qui va pouvoir être chassé. D'ailleurs, où va le cavalier tout de suite? Si les blancs ne font rien, il sera obligé d'aller sur une case quand même, où il ne sera pas super actif. S'il est obligé d'aller en H1, il va falloir réagir. Donc ça explique le coup suivant, tour FC1. Voilà, c'est logique. Tour FC1, on envisage de mettre le cavalier en F1 en cas de poussée. Ça sera un cavalier défensif, bien placé. Les noirs ont pris de l'espace à l'aile roi, donc ils se retrouvent un peu actifs de ce côté-là, pourquoi pas. Et les blancs, eux, vont essayer d'augmenter la pression à l'aile dame. Alors à noter que dans cette manœuvre, si ça se déroule comme ça, la dame F3 n'est pas forcément bien placée maintenant, parce que si les noirs ont décidé d'attaquer, y compris avec les pions, elle va permettre, cette position ici va permettre aux noirs de gagner du temps. En poussant les pions. En obligeant la dame à se mettre sur une case un peu inconfortable. Voilà. Les noirs n'ont pas peur ici de pousser les pions du côté roi, puisque finalement, ils s'estiment suffisamment bien protégés. Il n'y a pas vraiment de pièces agressives de ce côté-là. Les blancs, finalement, ont envie de garder cette structure de pion solide. Et du coup, ça veut dire qu'ils renoncent à attaquer de ce côté. Regardez d'ailleurs la structure de pion. Ça aussi, c'est un thème. La structure de pion, on la regarde de ce côté-là. Elle pousse de ce côté-là. Donc on voit bien que c'est ici le jeu finalement des blancs. Donc il faut que les noirs réagissent à l'aile roi. Puis les noirs peuvent très bien jouer roi G7 et tour FG8. Il n'y a pas de... Alors voilà un autre thème. Très dangereux. Exactement, c'est de jouer roi G7 après avoir joué H4 et de jouer tour H8 aussi. Et pourquoi pas affaiblir le camp blanc, jouer des H3 aussi, affaiblir les cases blanches, faire ce genre d'idée. Donc H4, c'est logique. Ce pion n'est pas vraiment tout seul puisqu'il y a le fou en transparence ici qui le protège. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et puis c'est très difficile pour les blancs d'aller chercher des attaques ici. Ils n'ont pas de pièces à l'attaque. Il y a beaucoup. La dame attaque de ce côté-là, le fou aussi. Le cavalier F6 est bien placé. Roi G7 peut suivre. Tour H8, tour H5. On peut monter des pièces. Attention. Cavalier F1. Pour l'instant, les blancs n'ont pas de raison d'être extrêmement inquiets non plus. Le roi est bien protégé. Il y a du matériel. Et là, après ce coup, maintenant, quand même, on voit mieux l'idée de Bronstein, puisque H4, tac, et comme on l'avait dit, on a fou et dame, et puis on a le cavalier F6 qui est quand même là, et on peut jouer cavalier E4. Donc invasion, attaque tout de suite le fou des deux, ce qui peut être un thème. On a peut-être envie... Alors pour l'instant, il est mauvais ce fou, puisqu'il est derrière ses pions. Mais
il est quand même en pression. Et puis on attaque surtout F2. On peut imaginer qu'un plan, roi G7, c'est un peu lent, mais pourquoi pas, tour H8, tour H5, et hop, avec pression sur F2. C'est long, mais c'est jouable. Hein. Donc s'il n'y a rien en face, ça peut faire mal. Hein. Et puis, l'autre pion G peut pousser, G5, G4. On peut, derrière, maintenant qu'on a sorti le cavalier, jouer F5. Donc une marée de pions peut se pousser. Une autre idée aussi pour les noirs, c'est classique des stratégies d'attaque des noirs comme ça dans les positions fermées, c'est de jouer tour F7, tour A en F8, et puis la tour F7 peut venir après en G7 et peut aider ces pions à aller pousser et venir casser le roc blanc. Donc attention. Cavalier F4 de Botvinnik ici dans cette position. Alors peut-être qu'il aurait pu commencer quand même à essayer de doubler les tours parce qu'il y a une tour qui ne joue pas ici, la tour 1. Bon, il vient en F4. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire en F4? Eh bien, pas grand-chose. Est-ce qu'il pense à passer par E3 pour réussir à envahir à un moment la case E5, quitte à sacrifier une qualité? Voilà, exactement, il peut venir, pourquoi pas, il peut venir ici. Il peut envisager aussi peut-être sur G5 de mettre son cavalier en H5, pourquoi pas, il y a peut-être des idées comme ça, même si on n'a pas trop envie d'avoir un cavalier comme ça, parce qu'on ne sait pas trop... on ne sait pas trop comment il a réussi à rentrer, mais on ne sait pas trop comment il sort. Voilà, on ne sait pas trop comment il sort, c'est-à-dire qu'après, toutes les cases de sortie sont prises. Donc il a choisi cavalier F4, bon, il peut revenir en D3, bien sûr. C'est pour replacer son cavalier, c'est vrai qu'en E2, il est très passif, en D3, il sera un peu mieux, puisqu'il contrôle la C5, on a vu que cette case pouvait être importante, pour éviter un C5 ultérieur des noirs, et pourquoi pas la fameuse case E5 aussi, hein, bien sûr, parce que si on arrive à jouer cavalier E5, ça peut être, il peut y avoir des choses. Donc ici, A5 de la part des noirs. Alors un coup maintenant à l'aile dame, eh bien, H5 se joue, on le voit, contre l'idée de B4. Maintenant que les tours sont connectés, bien sûr, l'idée B4 était dans l'air encore plus. Et sur A5, eh bien, on surcontrôle la case B4 qui est contrôlée par le cavalier et par le fou. Voilà, on essaie d'empêcher les velléités d'invasion blanche du côté de l'aile dame. Oui, parce qu'après B4 pourrait suivre B5 avec pression sur le cavalier et qui révélerait éventuellement la faiblesse du pion C7. Exactement, c'est-à-dire B4, B5 attaque le cavalier bouge A4, et avec le B5 on empêche le pion C7 de bouger. C'est-à-dire qu'on contrôle la case C6, et ça y est, il y aura une pression terrible qui va s'établir. Donc là on empêche cette possibilité. Tour C2, donc là c'est le plan qu'on avait dit, on va doubler les tours. Et là maintenant regardez, bon, toujours prophylactique, hein, la prophylaxie est là, hein, fou D8. On protège le pion C7 avant que l'attaque ne se fasse, puisque maintenant, en cas d'attaque, on peut sortir le cavalier et C7 est protégé. Il fallait parce qu'on ne peut pas tout faire, on peut pas, il faut protéger quand même. Hein. Alors, vu comme ça a l'air un petit peu étrange de jouer son fou en D8 et de couper la connexion entre les deux tours. Hein. Puis là, on n'a pas le temps de jouer d'abord tour à E8, et après, fou D8, sinon on va se faire attaquer le cavalier. Quoi. Oui, parce que là il y a déjà tour C2 qui a été joué. Ouais, tour C2. Si on joue tour E8, pouf, attaque, et on ne peut pas défendre le cavalier, il bouge et on perd C7. Voilà. Avec attaque de la dame, et c'est un désastre. C'est quasiment un coup forcé. Ouais. Donc fou D8 est un coup quasiment forcé. Tour, alors fou 1, alors voilà, alors on voit qu'il ne se presse pas, il joue d'abord fou 1, alors fou 1, d'abord 1, ça protège F2, c'est pas si mal. 2, c'est pas négligeable aussi, la tour C2 contrôle la seconde rangée, ça peut aider à contrer des éventuelles attaques des noirs sur l'aile roi, typique des attaques blanches à l'aile dame. À la fois on a une tour attaquante et une tour défensive, et puis donc on s'évite la possibilité pour les noirs de prendre à tout moment le fou des deux. Maintenant c'est plus une possibilité pour les noirs, et moins on a de possibilités pour l'adversaire, mieux c'est. Voilà. On prépare peut-être aussi la sortie du cavalier F1. On peut envisager... Pour l'instant, joue quand même moins que le cavalier 4 des noirs. C'est vrai, on peut aussi envisager la sortie du cavalier F1 en D2, pourquoi pas. Et voilà, donc en tout cas, c'est un coup utile et on va doubler les tours. A noter d'ailleurs que c'est mieux pour les blancs de faire ça et de doubler, puisqu'on a connecté les tours, alors que là, nous, on voit qu'on a des tours non connectés. Mais les noirs ont ceci de particulier qu'ils ont quand même une emprise sur l'aile dame qu'ils ont bien gérée, avec
une pression sur ce côté-là, et aussi une emprise sur l'aile roi. C'est risqué de la part de Bronstein, mais il a pu le faire parce que le centre est bien verrouillé. Hein. C'est-à-dire que le centre n'est pas mobile. Si le centre avait été mobile, c'est très dangereux comme ça de s'affaiblir sur les ailes, avec après des possibilités d'attaque des deux côtés et des risques de perte matérielle forts. Cavalier E7, il n'attend pas le doublement des tours, hein, Bronstein ici. Cavalier E7, alors on voit très vite que ce cavalier peut devenir actif du côté roi, là aussi, en F5, pourquoi pas. Ou après une poussée G5 qui peut venir s'installer en G6. Voilà, après une poussée G5 qui chasserait le cavalier F4, on peut venir en G6 aussi, tout à fait. Dame E2, donc recul de Botvinnik maintenant en E2, pourquoi pas, envisager F3, possible, pour chasser le cavalier. Et en plus, à noter que F3 chasse le cavalier et active le fou hein, sur le petit pion H4. Hein. C'était peut-être aussi dans l'idée. Hein. Donc, cavalier D6, c'est fou comme ils préviennent les menaces avant qu'elles aient lieu. C'est hein. vraiment la prophylaxie. Cavalier F6, et là, F3 tape dans le vide, mais non, pas tout à fait. Ça attaquerait quand même H4, mais on a le temps de défendre. Hein. Il le fait d'ailleurs. Alors, le problème de F3, alors l'avantage, c'est que F3, donc on voit, on contrôle maintenant E4, donc on repousse les pièces, et le fou 1 attaque H4. Là, il est vraiment en prise, il va falloir faire quelque chose. Il suffit soit de jouer G5 et le cavalier bouge et on a protégé, soit de bouger ce cavalier et c'est le fou D8 qui protégerait. À noter que ce fou, il est bien quand même, il protège deux pions importants. Donc G5, bon, ça c'est la deuxième option. Et là, alors évidemment, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que si on vient là, pourquoi pas, c'est envisageable, mais on n'a pas de case de sortie après. C'est-à-dire que là, on est pris, toutes les cases sont prises, il suffit de protéger cette case, il suffit par exemple de jouer Dame E6 ou Dame F5, on menace Dame G6 et le cavalier est pris. Ça obligerait à affaiblir le camp, notre camp jouant G4, des choses comme ça. Ça pourrait s'avérer extrêmement dangereux. Donc il ne faut pas venir comme ça dans le camp ennemi si on n'a pas les idées extrêmement claires. Et puis du soutien, il faut du soutien. Donc cavalier D3, c'est d'autant plus logique de jouer cavalier D3 que la case E5 est affaiblie. Et la menace, c'est cavalier E5, attaque la dame avec un cavalier bien placé. Donc Dame E6. Voilà. E6, on évente encore. Oui, encore une fois, c'est qu'on joue le coup avant que la menace arrive. Maintenant, sur cavalier E5, on peut envisager des coups comme F6, chasse le cavalier à son tour. On n'a pas peur, encore une fois, de pousser les pions du côté roi, puisque les noirs ont envie d'attaquer du côté roi. D'autant plus maintenant que F3 a été joué, la diagonale de la dame là, est bouchée, il y a pas on ne voit pas d'attaque directe sur la structure de pion noir. Oui, il n'y a pas de contre-attaque dans le camp noir, mais même il y a tellement de pièces de toute façon. Un coup après comme tour F7, et puis ça y est, on coulisse sur la seconde avec une marée de pions à soutenir. Donc c'est A4 maintenant de la part de Botvinnik. Alors A4. Alors, l'intérêt de A4, c'est que évidemment, ça contrôle la case B5, déjà. On immobilise aussi la phalange de pions ici sur case noire. C'est la couleur de notre fou. C'est bien pour l'attaque. L'intérêt du coup A4 aussi, en fixant le pion A5, c'est d'envisager la forte poussée B4. Sans permettre aux noirs de jouer A4. Voilà, on évite la poussée A4 des noirs, c'est que là, on va être obligé de prendre. Et dans ce cas-là, ça va activer fortement le fou. C'est-à-dire ce fou qui, pour l'instant, était un peu passif, va se retrouver actif en B4, avec plein de pièces à ramasser, plein d'échanges possibles à tout moment, un fou actif, alors que jusqu'ici, il était pris derrière ses pions. Donc voilà l'idée, on fixe d'abord les pions avant de faire la poussée. Bon, on ne peut pas empêcher la ligne noire B4 maintenant, c'est fini. Donc cavalier G6, Bronstein, c'est pareil, il continue son plan maintenant, puisque cavalier G6, il réveille son fou en termes d'action ici. Ce cavalier commence aussi à être actif, il contrôle des cases, notamment il empêche cavalier E5. Et puis on a libéré surtout la colonne E, parce que les blancs jouant F3 ont affaibli leur pion E3. Donc on va pouvoir doubler ici, et puis commencer à faire pression sur E3. Pourquoi pas après un cavalier F5 qui rajoute de la pression et menace de gagner un pion. Donc c'est toujours pareil, dès qu'on bouge un pion, on crée potentiellement des menaces sur des faiblesses sur le pion d'à côté. Quoi. Oui, si on dit que ce pion E3 est faible, c'est pas parce qu'il n'est pas protégé, il est protégé 2 fois par la dame et le cavalier, il est faible parce qu'il n'y a pas de pion qui puisse le défendre là où il est. Voilà, il faut immobiliser des pièces à sa défense, donc c'est des pièces qui ne peuvent pas participer à l'attaque ailleurs. Elles doivent rester en défense,
Et si les noirs augmentent la pression, il faudra peut-être trouver une autre pièce en défense. Peut-être le roi, mais si on amène le roi ici, c'est dangereux. C'est dangereux, il est plus proche de se faire prendre des échecs ici. Voilà. Il est vraisemblable que les noirs ont aussi en projet de jouer F5 pour fixer cette faiblesse, parce que l'une des façons de se débarrasser de ce pion faible, ce serait de finaliser la poussée E4 dont on parle depuis tout à l'heure. Oui. Après F5, ça serait très compliqué. Ah ben là, ça devient impossible, il y aurait des échanges partout. Les noirs contrôlent très bien la case E4, tout à fait. Oui, F5, c'est dans l'idée. On n'a pas peur de pousser les pions devant le roi. Il y a beaucoup de pièces en défense devant le roi, et le roi est très très bien protégé. Donc ces pions sont des pions d'attaque, on est d'accord. Donc H3, d'ailleurs, là, Botvinnik, encore une fois, ici, veut empêcher aussi des G4 ultérieurs. Si on joue F5, non seulement on immobilise E3, mais on peut pousser G4. Avec H3, c'est plus dur. Et aussi, on se ménage la possibilité pour les blancs de jouer cavalier H2, cavalier G4. Et pour essayer d'activer ce cavalier un peu immobilisé. Alors, c'était peut-être temps pour les blancs de commencer à jouer B4 ici, parce que ce coup H3, quand même, c'est un coup qui affaiblit les cases noires ici. Les cases noires sont plus affaiblies. Ce fou-là, maintenant, ça devient plus délicat de jouer B4 d'ailleurs, parce que si on éloigne le fou, là, on laisse les cases noires un peu seules. Donc H3, F5, voilà, c'est l'idée. On verrouille E4, on immobilise ce pion, on va pouvoir, pourquoi pas, doubler les tours. Alors peut-être qu'au lieu de ça, on aimerait bien mettre l'autre pour l'instant, mais on ne peut pas, il y a le fou. Mais on peut jouer aussi des tours F7 pour protéger là. On peut envisager des fous F6, on remet la tour et hop, on remet le fou. Tour F7 serait très utile. Tour F7 est toujours utile parce qu'après ça permet aussi, tour F7, vous voyez, de venir en G7. Et en G7, on peut aider à la poussée G4. Il y aura la tour devant et puis derrière il y a le roi. Donc ça, c'est toujours bien. Fou C3. Alors là, un coup intéressant de Botvinnik quand même ici, parce que l'idée de Botvinnik, il renonce à jouer B4 pour l'instant, il surcontrôle la case 5. C'est-à-dire qu'il a vu que son pion E3 était sur une colonne de pression. En contrôlant la case 5, il peut verrouiller en jouant cavalier E5. Il joue cavalier E5 et il a bouché cette colonne. Mais il y a des échanges possibles et c'est pas si simple. Donc fou F6. Alors là, par contre, évidemment, le problème de fou C3, c'est bien, ça contrôle le 5, mais... Ça laisse le temps. Eh oui, parce qu'on n'attaque plus C7. En venant là, on surcontrôle E5, donc finalement la menace cavalier E5 n'est plus là. Et puis, on menace d'activer la tour qui ne jouait pas. C'est-à-dire maintenant, cette tour peut venir en E8. Et une fois qu'on a mis la tour en E8, si on rejoue fou D8 plus tard, eh bien, toutes les pièces noires sont actives au centre, vers l'aile droite, tandis que les blancs n'ont toujours pas passé du côté dame. Donc il semblerait que là, déjà, la pression commence à être en faveur de Bronstein. Et que Botvinnik, à force de différer finalement ses plans et puis d'essayer d'empêcher toute avancée à gauche et à droite, et il n'a pas pris de décision et il se retrouve à être de plus en plus étouffé finalement. Il a un peu laissé l'initiative aux Noirs, dans une position où Bronstein a éventé toutes les menaces avant de pouvoir activer ses pièces. Oui, parce que là on voit bien la menace là, et puis ils ont bouché leur attaque ici. Il faudrait presque réactiver cette menace ici, il faudrait presque rejouer fou. Mais non, il fait tour 1. Tour 1. Alors c'est là qu'on voit que Botvinnik, là, il la joue petit. Oui, parce que l'idée de fond de tout son plan, c'était de doubler les tours sur la colonne C. Oui. Là, il montre qu'il y renonce. Il renonce, il surprotège le 3, c'est-à-dire qu'il se met en position passive. C'est-à-dire là, le champion du monde, ici, se met en position passive, il a renoncé aux attaques à l'aile dame. Donc finalement, il donne raison à Bronstein, c'est-à-dire qu'il lui dit « Ouais, finalement, ton plan d'essayer d'empêcher de faire quoi que ce soit de ce côté-là a marché. Et c'est vrai, j'admets que c'est toi qui as l'initiative. À la fois, tu mets pression sur le centre et en plus, tu menaces des poussées, des G4, des poussées du côté de l'aile droite. Et donc, je me mets en défense. » Donc il est en position déjà extrêmement défensive. Tour à E8, et voilà, c'est l'idée qu'on avait dit, c'est que si on réussissait à enlever ce fou et qu'on arrive à activer la tour, ça y est, toutes les pièces noires sont hyper actives, pression sur le centre maximal, pression sur la colonne E, on pourra envisager des tours F7 et pourquoi pas tour E7, c'est 3 pièces lourdes contre 3, c'est grave, ça commence à être très grave. Ça commence à être très grave parce qu'après les possibilités de tactique arrivent. On va pouvoir jouer F4 par exemple
et on ne peut pas jouer E4, donc on va être obligé de lâcher le pion E3. Très dur. En plus sur F4, on peut ramener le cavalier D6 en F5. Ça fait peur. Hein. Ouais, ça fait très peur. Là, les possibilités des noirs sont très très nombreuses. Ouais. Dame D1, alors ça c'est pas mal, c'est un bon coup défensif. Dame D1, l'idée c'est que maintenant on laisse un vis-à-vis tour dame, c'est toujours désagréable. On n'a pas envie d'avoir une tour en face. Et en plus, on peut envisager de doubler les tours. Hein, voilà. Donc on crée une contre-menace via les tours, c'est mieux que d'avoir la dame devant, puisque la dame est toujours une pièce qu'on n'a pas envie de se faire prendre. Hein, bien sûr, oui, hein. Si sur une batterie, il vaut mieux la plupart du temps avoir les pièces les moins fortes devant. Les plus légères, exactement, les pièces lourdes le plus loin derrière. Donc tour F7, voilà, c'est l'idée qu'on avait dit. Alors l'intérêt de tour F7, il est multiple. Je contrôle C7, je peux glisser éventuellement en G7 pour aider à la poussée G4, et je peux aussi me mettre sur la colonne E pour augmenter la pression sur E3. Donc cette tour F7 est extrêmement mobile et elle est extrêmement complémentaire avec sa collègue en E8. Donc là, les pièces noires sont à leur quasi maximum de potentiel, donc ça veut dire qu'on approche du moment où la combinaison va prendre le pas sur le positionnel. Là, le combat positionnel est en faveur de Bronstein, clairement ici. Vous voyez le dynamisme des pièces noires sur le camp blanc, la force qu'elles exercent, toutes ces pièces, sur le camp blanc, alors que les pièces blanches ne sont pas en position de créer des menaces dans le camp noir. Il n'y a quasiment aucune pièce blanche qui attaque quoi que ce soit. Elles attaquent rien en fait. Et il n'y a pas de point d'entrée dans la position noire. Il n'y a rien, il n'y a aucun point d'entrée dans la position noire. La position blanche est totalement passive. Vous voyez comme la maestria positionnelle de Bronstein. Hein. Puis le style de l'époque, hein, qui était avant tout positionnel et pas tactique. Donc B3, alors là c'est vraiment le coup. Alors B3, l'idée de B3 peut être de reculer le fou C3 par exemple, pourquoi pas en A1 voire en B2, et afin de libérer un peu une action sur le camp noir. Mais on l'a vu, c'est pas très grave, hein, parce qu'on peut jouer fou D8 de toute façon, sans compter que la tour F7 protège déjà. Mais ça peut être l'idée que ce fou de case noire ici finalement bloque la tour et on veut garder le contrôle sur la case de 5. Apparemment, il veut garder ce contrôle. Bon. Il est vraisemblable aussi que Botvinnik n'a pas du tout envie de voir le cavalier noir en C4. C'est vrai aussi, la menace noire était aussi de venir en C4, on est d'accord, c'est vrai. Puisqu'en C4, on rajoutait une pression, pardon, pas ici, mais sur le pion E3. Bon, ceci dit, avec la dame ici... c'est un peu délicat, puisque la dame qui protège, c'est pas terrible. Non, bien sûr, mais ça aurait peut-être permis de jouer ensuite dame D6. Exact. Et puis, c'est vrai qu'avec C4, dame D6, en visant les cases noires en plus du côté, ouais, ça peut être embêtant. Et là, tour F7, voilà, c'est ce qu'on avait dit. Il avait le choix, et bien il l'a pris, ça y est, il a augmenté la pression. Il va sans doute après enlever sa dame, en fait, hein, par exemple en D7. Ou pousser, s'il s'avère que c'est possible. D'ailleurs, après fou B2, eh ben c'est l'heure. Déjà, fou B2. Alors fou B2 est intéressant, puisque fou B2, évidemment, bon, ben, je libère un peu d'action ici, c'est-à-dire que si ces pièces allaient prendre E3 plus tard, eh ben, on pourra se venger sur le pion C7. Et bien là, c'est l'heure pour les noirs de faire des choix finaux, c'est-à-dire de prendre ses responsabilités maintenant que la tension est au maximum. Quoi faire avec les noirs? On peut envisager alors de jouer dame F7, hein, en laissant maintenant les tours à l'attaque ici. On peut envisager de jouer G4, de commencer à faire de briser, mais non, il choisit un coup plus tendu encore, Bronstein, F4. Alors, un coup extrêmement tendu, puisque il est extrêmement responsable, c'est peut-être un peu tôt, parce qu'on se dit, mais attention, on peut prendre. Oui. Qu'est-ce qui se passe sur pion prend F4? Eh bien, c'est simple, les noirs ont décidé, sans doute, de sacrifier peut-être leur dame en faisant dame prend tour E1, carrément. Alors, c'est un pseudo-sacrifice, puisqu'après cavalier prend tour, on a tour prend, et on a déjà deux pièces, tour et cavalier contre la dame, ce qui est déjà beaucoup, parce que vous savez, en termes de points, tour et cavalier, oui, ça fait 8, donc c'est presque la dame, mais en plus on a une position écrasante, c'est-à-dire que là il faut bouger la dame parce qu'elle est attaquée. Alors par exemple on joue en D3, c'est bien parce qu'on attaque le cavalier G6, mais justement... Cavalier prend F4. C'est l'heure de cavalier prend F4, et on réattaque la dame, et eh bien, tout ça est quand même extrêmement délicat. Il y a un cavalier qui est extrêmement puissant sur G2, ce fou ne joue pas, les deux tours sont hyper actives. Où va la dame?
On ne peut même pas rester sur les cases blanches. Donc sans doute ensuite ce cavalier va venir en F4. Alors regardons, essayons de trouver un peu une variante. Par exemple, dame A6 et tout de suite cavalier F5. Avec la menace cavalier G3. Avec la menace cavalier G3 qui menace tour prend F1 suivi du mat en H1. Ouf. Non mais on ne peut rien faire en fait. Hein. C'est-à-dire que là, que jouent les blancs contre cavalier G3, il n'y a pas de coup. C'est la tour F2. Alors si on joue tour F2... On a un beau sacrifice, je pense, avec tour E8, E8, E2. On peut envisager... non, tour E8, E2, il y a la dame, attention. Ah, il y a la dame. Voilà. Mais on peut envisager simplement cavalier G3. Hein. Que font les blancs? Cavalier G3, la menace, c'est de jouer cavalier E2, échec. Le roi bouge et on perd le cavalier F1 sur échec. Sur échec, en plus. Sur échec. Donc vous voyez comme le roi blanc est totalement en prison ici. Hein. C'est un quasimat. Hein. Que font les blancs? C'est mort. Hein. Alors si on essaie de jouer roi H2 en disant cavalier prend, tour prend, tour prend, et puis il y a de la dame ici qui protège, et c'est maintenant qu'on peut jouer tour 8 E2. Tour 8 E2, là, alors tour 8 E2, regardez maintenant sur tour prend E2 qui est le seul coup, attention puisqu'on menace de gagner une tour. Hein. Donc il faut prendre la tour, mais qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, tour prend F1. Tour prend F1, menace, mat, et c'est imparable, je ne crois pas qu'on puisse faire grand-chose. Si on fait échec, il suffit de jouer roi F7, attaque la tour, et il y a toujours une menace de mat. Donc il faudrait prendre la tour avec la dame, cavalier prend, échec au roi, et en fin de variante, on prend la tour, et même si on perd le cavalier F1, on a une pièce de plus. Donc la combinaison est tout à fait valable. C'est énorme. Donc en fait, après fou B2, F4, en fait, Bronstein a calculé un sacrifice de dame, enfin un pseudo-sacrifice, un tour et cavalier, et une position écrasante avec une grosse attaque sur le roi, imparable. Il fallait la voir parce que c'est pas évident comme ça. Hein. Ah oui, c'est clair, pas évidente, mais on voit bien on voit vite que ça écrase quand même. Oui. D'où la réponse de Botvinnik qui ne peut pas se permettre de prendre. Ben voilà, Botvinnik voit qu'il a peur, hein, en fait, ça lui fait peur, et ça y est, finalement il joue son coup pour lequel il avait joué toutes ses manœuvres de fou un peu extrêmement passive, il met le cavalier E5. Alors quel est l'espoir de Botvinnik ici en jouant cavalier E5? Ben, c'est de soulager la pression énorme, mais en faisant des échanges de pièces, parce qu'il donne un pion. Parce qu'ici, on peut prendre, et il y a quand même 1, 2, 3 pièces à l'attaque ici, contre à peine deux défenseurs, le pion D4 et le fou, donc on perd, hein, de toute façon on va perdre quelque chose. Donc ici d'ailleurs fou prend E5. Alors à noter d'ailleurs qu'il donne le fou, et non pas le cavalier ici. C'est-à-dire qu'il estime que dans cette position, les cavaliers pouvant sauter sur les cases, notamment G3, notamment E3, sont plus puissants que son fou. Il préfère donner le fou. Donc D prend E5, et très joli derrière, cavalier F7. Magnifique, c'est superbe. Hein. Alors là, il ne se presse pas, il joue cavalier F7, il veut pouvoir prendre E5 ici avec un cavalier. À noter que la prise ici que fait Botvinnik, qui est quasiment la seule possible, cavalier ici prend E4, se heurte au très simple, cavalier prend F4. Voilà. Pourquoi? Ils ne sont pas pressés ici de reprendre, hein. Il y a le fou bien sûr qui protège, ils ne sont pas pressés de reprendre ici les noirs, parce qu'ils veulent jouer sans doute dame F5, et puis ensuite reprendre avec le cavalier. Oui, ça serait une erreur de vouloir prendre trop vite le pion, oui. Parce que cavalier prend E5, va créer un clouage en fait, sur la dame. Hein. Oui, voilà, simplement on pourrait prendre de la tour puisqu'on est protégé du fou et on ne va pas prendre quand même la dame ici dans cette position. C'est pas la même que tout à l'heure, il n'y a plus autant de pièces à l'attaque. Donc non, on ne va pas se presser pour reprendre. Et surtout, ce cavalier est énorme. Comme on l'avait dit tout à l'heure, un cavalier en F4 ou en F5, c'est énorme. Pression ici, pression sur toutes les cases du camp. Et puis on voit, on ne peut pas chasser ce cavalier. C'est-à-dire qu'il a une case ici indélogeable. Hein. Les blancs ne peuvent pas jouer G3 à cause du pion H4. Donc on voit que la faiblesse ici qu'on a créée sur les cases noires ne nous aide pas dans ce type de configuration. Donc là, Botvinnik voit bien qu'il est, il est un peu saucissonné. Il est un peu saucissonné. Bien sûr, en plus, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que les noirs peuvent jouer C5, D4, avec une phalange de pions qui avance. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer, puisqu'après cavalier H2, qui est un des rares coups possibles, C5. Les noirs ne vont pas jouer dame F5 tout de suite, parce qu'ils ne veulent pas laisser le pion D5 sans protection non plus, quoique le cavalier F4 protège. Hein. Mais ils veulent aussi augmenter leur pression. C5, on ne peut plus empêcher D4, et D4 tue le fou. Voilà, pour couper le fou de la protection du pion, du pion E. Le fou ne joue plus, il est mort. Déjà qu'il n'a pas joué beaucoup dans la partie, mais alors même le jour où il se réveille un tout petit peu, il est étouffé. C5, la pression est énorme.
Botvinnik joue un des rares coups possibles encore, il essaie d'activer son cavalier. Hein, voilà, en G4, il est pas mal ce cavalier. Bon, il commence à avoir un petit peu l'air. Bon, on se dit qu'il a la case F6, il peut faire peut-être un échec, ce genre de choses. Il protège le pion E5. Il protège le pion E5, bon. D4, étouffé Botvinnik. Après D4, évidemment la menace, ça peut être Dame D5. Ou, alors pas Dame D5 peut-être parce que... Cavalier D5. Ou éventuellement... Cavalier D5 pour un éventuel... Cavalier E3 par exemple. E3 plus tard. Pourquoi pas, c'est possible. Ou Dame F5 plutôt. Hein. On va jouer Dame F5. Une fois qu'on a joué Dame F5, on a libéré l'action des tours sur la colonne E. Et puis on va prendre tranquillement le pion E5. Après une prise, échange, on gagne la colonne E. On a une position écrasante puisque à la fois on a un pion passé lié au centre, très proche de la promotion. On contrôle la colonne E, on a un cavalier d'attaque en F4, la position est morte. Et bientôt, peut-être un deuxième pion passé lié, puisque ce coup D4 menace le très trivial Dame prend B3, ça, exactement. Qui permettra alors là au noir d'avoir une poussée de pion à l'aile Dame. Là, du coup, on a un nombre de pions passés énorme. On n'aurait même pas peur de cavalier échec, roi prend, cavalier prend tour. On perdrait la qualité, mais en échange de quoi on a ici des pions qui vont quasiment à Dame tout seul, sans effort. Bon, ceci dit, on n'est même pas obligé de donner la qualité. La position est écrasante. La menace de Botvinnik, c'est Dame F5. Hein. On n'a pas peur de cavalier H6, il y a le cavalier F7 ici. Hein. De toute façon, il n'y a pas de fourchette. Donc cavalier F5, roi G7 ou roi H7 même. On va jouer roi H7, on va se protéger d'éventuels échecs. On n'est même pas pressé parce que les blancs ne peuvent rien faire. Je ne peux même pas doubler les tours, j'ai un cavalier F4 qui empêche. Où va la dame? On ne peut pas venir en D3, on peut rien faire, on peut jouer que des coups d'attente en fait. Donc c'est une torture et la Botvinnik craque. Il tente une dernière chose, mais c'est une grosse erreur en fait, une grossière erreur. Il joue simplement cavalier F6 échec, ça a l'air d'être bien puisque ça fait une fourchette. Échec, tour. Mais c'est une gaffe. Bah, c'est une gaffe, mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'il peut faire? Non, il n'a pas grand-chose à jouer. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de coup quoi, dans cette position. On vient de le voir, que faire? On ne peut pas doubler, cavalier prend, on ne peut pas... on peut rien faire quoi. Dame D2, Dame D2 n'empêche pas Dame F5, n'empêche pas de consolider la position. On peut jouer roi H7, roi G6, pourquoi pas. Rien de presse pour prendre le pion E5. Le jour où on le prend, c'est une invasion noire par la colonne E, par le pion D qui va avancer en D3, pion D2 qui va faire Dame. Ils sont totalement vissés. Bon, ils tentent encore cavalier F6, mais simplement. Dame prend F6, abandon, puisque après le forcer, pion prend Dame, simplement. Tour prend, échec. Et donc la Dame est rendue tout de suite, avec donc une tour nette de plus, enfin une pièce nette de plus, un cavalier net de plus, et toujours une position écrasante avec les pions passés ici au centre. Donc c'est un écrasement positionné cette partie qui est typique, hein, je crois, on peut le dire, du style de Bronstein, quoi. Oui, un style très positionnel. Et puis, quand les conditions sont mûres, forcément, il y a des possibilités tactiques qui s'ouvrent, qui se créent. Et presque naturellement. Presque naturellement. Il n'a pas vraiment cherché à faire un feu d'artifice tactique. Hein, les choses se sont présentées presque d'elles-mêmes. La position s'est écroulée d'elle-même, en fait, au fur et à mesure qu'il augmentait sa pression. Sur le centre, etc. Et il a découragé Botvinnik de tenter une ouverture à l'aile Dame, en fait. Son coup A5, finalement, était apparemment très fort. A5 était très fort. H3 de Botvinnik était peut-être pas le meilleur coup à ce moment-là. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, quand Botvinnik joue, alors je ne sais plus à quel endroit c'était, on peut revenir juste à ce point-là, voilà, ici. Quand Botvinnik joue... Alors le coup de A4 est compréhensible de Botvinnik, comme on l'avait dit, ça fixe. Et après cavalier G6 et H3, alors là on se dit non, il aurait sans doute fallu tenter B4. Là il faut essayer d'être actif, il ne faut plus essayer d'être passif comme il est, il faut se donner de l'air, il faut créer des contre-menaces du côté Dame. Donc sans doute B4, et en cas de prise soit du cavalier, soit du fou, avec un peu de jeu. Au moins la possibilité d'échanger ce fou, pourquoi pas, puisqu'il n'est pas très actif. Bon, et au moins chercher le secours dans une finale où même si on perd un pion, on peut tenter quand même d'avoir de l'activité pour compenser. Bon, finalement, il a choisi de se laisser écraser positionnellement à petit feu. Voilà une belle position finale, hein, typique de la partie dans cette position, voilà, avec une invasion finale des Noirs par la colonne E. La pression finit par faire craquer le camp blanc. Belle partie. Et beau joueur que ce David Bronstein qui a quand même marqué l'histoire du jeu d'échecs après-guerre et même bien plus tard. Hein, il est resté actif toute sa vie jusqu'à la fin, quoi. Oui.
resté très actif. Il est mort récemment, on l'a encore dit. Ouais. Donc il y a toute une œuvre, on l'a dit avec les livres, il y a aussi beaucoup de parties qu'on vous invite à regarder. Voilà, David Bronstein, donc pour apprendre le jeu positionnel, c'est le maître. Merci de nous avoir suivis pour cette émission, et puis je vous donne rendez-vous pour un autre épisode de Diagonale TV dans cette série des grands champions. Au revoir. Au revoir.